Bonjour à tous et bienvenue dans Nouvel Angle, je suis Laetitia Rodriguez. Depuis la démonétisation de ma chaîne, les abonnés n'augmentent plus. Je pense que mon compte a été bloqué, mais peu importe. Pensez à partager cette vidéo autour de vous et à me suivre sur YouMaker, qui est la plateforme que je privilégie. Trump n'est plus à la Maison-Blanche depuis plus de 20 jours. Malgré l'agitation que Biden a provoquée avec ses décrets extrêmes, Trump est toujours dans les parages. Je suis presque certaine que cette situation va perdurer. Trump ne reviendra pas seulement sur les réseaux sociaux, mais il se pourrait même qu'il crée sa propre plateforme. Dans une interview accordée à Breitbart News Saturday, Jason Miller, conseiller principal de Trump, a déclaré que Trump était en train de chercher la meilleure façon de revenir sur les réseaux sociaux. Il envisage de lancer sa propre plateforme de médias sociaux dans un avenir proche. Monsieur Miller a déclaré que l'équipe de Trump a organisé plusieurs réunions afin de discuter de cette question, mais qu'elle n'a pas encore décidé si elle allait rejoindre une plateforme existante ou si elle allait lancer sa propre plateforme. Alors que Trump est en train de réfléchir à son retour sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'États commencent à s'opposer aux grandes technologies. Vous savez que depuis hier, Trump a été officiellement banni de Twitter. Twitter a décidé de bannir l'ancien président Donald Trump de sa plateforme pour, je cite, « incitation répétée à la violence ». Et Trump ne pourra même pas envisager de revenir sur Twitter, même s'il devait être de nouveau candidat à la Maison-Blanche. Or, le 6 février, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié une déclaration indiquant qu'il travaillait avec les législateurs texans sur un projet de loi qui va empêcher les géants de la technologie de censurer le contenu des utilisateurs sur la base de leurs opinions politiques. Le même jour, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a également annoncé que le Texas allait prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la censure des grandes entreprises technologiques. Monsieur Paxton a confirmé que le Texas avait intenté une action en justice contre Google pour utilisation abusive des données privées de ses consommateurs. Il a déclaré qu'il avait été encouragé par ce que le gouverneur Ron DeSantis a proposé en Floride pour protéger les Floridiens des grandes entreprises technologiques. C'est une chose dont nous avons déjà parlé samedi dernier. La Floride a proposé une série de lois qui punissent sévèrement les entreprises de technologie qui censurent les discours. Nous avons dit que d'autres États allaient probablement suivre. En tous les cas, nous pouvons le voir, le Texas a embrayé le pas, ce qui signifie que, comme d'habitude, il a une longueur d'avance en ce qui concerne la question du retour aux valeurs fondamentales américaines. Étonnamment, le Dakota du Sud a également pris position. Les législateurs républicains ont présenté un projet de loi qui, s'il était adopté, leur permettrait de refuser d'appliquer les décrets de Biden au niveau de l'État. Bien que je ne connaisse pas grand-chose aux constitutions des États, je sais que ces derniers jouissent d'une autonomie considérable. Dans le cadre de ce projet de loi du Dakota du Sud, lorsqu'un ordre exécutif sera émis par le président, le Conseil exécutif du pouvoir législatif pourra recommander au procureur général et au gouverneur d'examiner l'ordre pour voir s'il y a ou non violation de la Constitution et pour déterminer si cet ordre exécutif doit réellement être appliqué. Il permettra notamment de remettre en cause des réglementations comme la restriction de la fréquentation des églises en raison de la pandémie, l'interdiction des armes à feu ou la restriction des ressources agricoles et industrielles sous prétexte de protection de l'environnement. Étant donné que les plans économiques radicaux de Biden entraînent une hausse du taux de chômage et que de plus en plus de petites entreprises sont écrasées par les impôts, je pense que de nombreux États vont suivre la Floride et le Dakota du Sud en boycottant les politiques de Biden. Il est difficile de dire ce que l'avenir nous réserve, mais ce qui est évident, c'est que Biden va être confronté à un mandat plutôt difficile. Avant que de me plonger dans les procès de mise en accusation de Trump, j'aimerais faire une brève présentation de la vidéo Absolute Proof de Mike Lindell, comme l'ont demandé certains abonnés de Nouvel Angle. Le film documentaire est sorti le week-end dernier. Le plus frappant dans ce documentaire, c'est la partie qui détaille l'ingérence étrangère et la manipulation des votes au cours des élections de 2020. Tous les détails y figurent, y compris les détails concernant les pays qui sont intervenus, les heures d'intervention, les adresses IP ainsi que les États visés. La personne qui fournit ces informations est Mary Fanning, chercheuse et auteure du National Intelligence,
et elle n'a pas révélé son visage, mais malgré tout, les faits présentés sont crédibles. Elle a soutenu l'argument de Powell selon lequel le Cyber Pillable existe réellement. J'en ai déjà parlé hier, cet agenda secret qui repose sur l'ingérence étrangère est connu depuis longtemps, mais il est resté dans les coulisses. Pendant un certain temps, il semblait qu'il allait être rendu public, surtout autour de Noël dernier, lorsque le général Michael Flynn a laissé entendre que les faits allaient être exposés. Mais pour des raisons que je ne connais pas, l'agenda secret est retourné dans les coulisses et n'a jamais été révélé. Vous le savez également, le procès en destitution de Donald Trump s'est ouvert mardi à 13h, heure de l'Est, par un débat et un vote sur la constitutionnalité du procès. Le résultat de ce vote a été de 55 à 45, avec 6 républicains qui ont voté pour le déroulement du procès de destitution et qui ont rejeté l'affirmation selon laquelle il serait inconstitutionnel de poursuivre un président après qu'il a déjà quitté ses fonctions. Le procès a eu lieu le 10 février à midi et il a consisté en une plaidoirie d'ouverture et un débat. Les plaidoiries d'ouverture seront probablement terminées d'ici dimanche, après quoi le procès se poursuivra avec 4 heures d'interrogatoire des sénateurs et 4 autres heures d'argumentation sur l'opportunité d'appeler des témoins. Vous le savez, Donald Trump est accusé d'avoir incité le peuple à la violence. Il aurait utilisé trop souvent dans son discours des mots invitant à se battre. Attendez, c'est un peu facile comme argument. Martin Luther King, lui aussi, avait appelé le peuple à se battre, mais la lutte à laquelle il a invité ses frères et sœurs n'était pas une lutte violente. Rappelez-vous, Martin Luther King disait, je le cite, « Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser nos revendications créatrices dégénérer en violence physique. » Fin de la citation. Alors quoi? Vous allez me dire que Martin Luther King a incité le peuple à la lutte violente et aux émeutes? Est-ce de sa faute si des factions d'inspiration marxiste-léniniste de son époque ont brûlé des bâtiments? Martin Luther King a appelé les gens à lutter contre le mal avec un grand M, et non contre les personnes qui faisaient du mal. Le premier tweet de Trump suite à la prise du Capitole a été un tweet qui exhortait le peuple américain à ne pas se laisser aller à la violence. Comme Martin Luther King, la bataille qu'ont livrée Trump et les 75 millions d'Américains qui contestaient le résultat des élections était une bataille contre le mal avec un grand M. L'objectif n'a jamais été celui de s'en prendre à des individus. À aucun moment Trump n'a invité le peuple à prendre les armes. C'est marrant, Trump est toujours le grand méchant loup dans l'histoire. Mais les médias n'ont jamais vraiment insisté sur la part d'ombre du président qui a précédé Trump. Celui-ci vouait une grande admiration à Saul Alinsky, un activiste radical qui a écrit des livres, donné des cours et incité à la mise en pratique de ses propres théories, ce qui a fait de ce personnage l'agitateur paracommuniste dont l'influence a été la plus néfaste au cours des dernières décennies. Outre son admiration pour Lénine et pour Castro, Alinsky a également rendu hommage au diable lui-même. Dans son livre Rules for Radicals, des règles pour les radicaux, il affirme, je cite, « Prenons soin au moins de rendre rapidement hommage au tout premier radical, Lucifer. » Cela m'a également rappelé les poèmes de Karl Marx, qui a théorisé le communisme en 1848 et qui a rédigé des œuvres dans lesquelles il voue un culte au diable et dans lesquelles il dit qu'il va s'ériger un trône dans les cieux pour surpasser Dieu et régner en maître. Mais revenons à la destitution de Trump. La preuve la plus solide présentée par les avocats de Trump pour soutenir qu'il n'est pas responsable des émeutes est liée au timing des événements. Selon les avocats de Trump, les émeutiers qui ont pénétré dans le Capitole l'ont fait de leur propre volonté dans le cadre d'un plan prémédité qui n'a aucun rapport avec le discours de Trump. Le bâtiment du Capitole se trouve à plus d'1,5 km de la plaine où Trump a prononcé son discours. Il faut un peu plus d'une demi-heure de marche entre la plaine et le bâtiment du Capitole. Le discours de Trump a commencé à 11h58 et s'est terminé à 13h12. Cependant, vous le savez, les émeutiers avaient déjà pénétré le Capitole à 12h53, 19 minutes avant la fin du discours de Trump. Permettez-moi de répéter, les émeutiers avaient déjà enfoncé les barricades extérieures à l'ouest du Capitole alors que Trump n'avait pas encore terminé son discours. Cela signifie que si ces émeutiers étaient effectivement des manifestants qui revenaient du rassemblement pour Trump, ils ont dû partir 20 minutes avant la fin du discours, bien avant d'entendre les derniers mots qui auraient soi-disant incité à l'émeute.
Si l'on tient compte du délai nécessaire à une foule nombreuse pour se déplacer dans les rues bondées, les émeutiers auraient dû se déplacer avant même que le discours de Trump ne commence. Mais il y a encore autre chose et vous le savez. Trump n'est plus le président des États-Unis. Il est désormais un simple citoyen, un simple civil. Cependant, les démocrates continuent à faire pression tant bien que mal. Mais si la mise en accusation est effectivement constitutionnelle, comme le prétendent les démocrates, cela ne signifie-t-il pas qu'ils pensent que Trump est toujours président? Soit Trump est toujours président, soit la mise en accusation est inconstitutionnelle. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas plaider pour les deux. Si vous insistez sur le fait que Trump n'est plus président, alors vous devez admettre que la mise en accusation est inconstitutionnelle, parce que c'est la mise en accusation d'un civil. Si vous pensez que la mise en accusation est constitutionnelle, alors cela signifie que Trump est toujours président. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'une profonde lacune constitutionnelle, c'est une chose simple que n'importe qui peut comprendre. Cette logique absurde est une première en Amérique. Mais vous savez, c'est une façon de faire très courante en Chine. C'est pourquoi nous avons dit à maintes reprises que la gauche et le Parti communiste chinois, ou PCC, ne font qu'un. La gauche et le PCC abusent tous deux de leur pouvoir en déformant la réalité. Malgré les belles promesses que la gauche fait au grand public, elle ne se préoccupe que de ses objectifs, et vous le savez. Alors attention, ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Vous savez bien que ce n'est jamais ce que j'ai eu l'intention de faire. Nous connaissons les différentes déclinaisons politiques en Europe, et le but n'est pas de dire que les gens qui sont à droite sont les bons et les gens qui sont à gauche sont les mauvais. Ici, je vous parle de la gauche radicale, de la gauche qui sévit aux États-Unis, celle qui aspire au communisme, celle qui est proche du Parti communiste chinois et qui ferme les yeux sur toutes les questions en lien avec les droits humains. Ce sont des personnes pour qui la fin justifie les moyens. Comme je l'ai déjà dit, lorsque nos traditions et nos lois sont violées, la nation est déjà sur une mauvaise voie. Soyons patients et observons, car d'autres événements vont peut-être suivre. Je vous remercie d'avoir suivi Nouvel Angle. Vous pouvez soutenir le journalisme indépendant en versant quelque chose sur mon compte Patreon. Vous trouverez tous les liens dans la barre d'informations. Vous pouvez également me suivre sur YouMaker, qui est une plateforme alternative que je privilégie, et vous pouvez également partager cette vidéo avec vos proches. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.